Bonjour. Dans cette vidéo, nous poursuivons le chapitre numéro 2 concernant les annuités. Et dans le cas où les annuités sont constantes, je rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. Dans un premier temps, on avait établi 4 formules concernant la valeur actuelle et la valeur acquise de fin de période, et la valeur actuelle et la valeur acquise pour le cas des annuités constantes de début de période, des annuités constantes. Alors, V0F, c'est la valeur actuelle de fin de période. A, c'est l'annuité constante, donc c'est le montant commun qui se répète. Le I, c'est le taux d'intérêt. N'oubliez pas qu'il doit correspondre à la période de capitalisation des intérêts. Et le N, c'est le nombre d'annuités. Très bien. Donc, vous voyez très bien que les 4 formules se ressemblent dans le sens suivant. Pour chaque formule, on a 4 paramètres. Donc, une équation 4 paramètres. La connaissance de 3 paramètres nous permet de calculer le quatrième. Si je veux calculer V0F, donc je dois connaître A, I et N. C'est direct, il suffit de remplacer. Si je veux calculer A, c'est exactement pareil. Bien sûr, je dois connaître V0F, je dois connaître le taux d'intérêt et je dois connaître le nombre d'annuités. Ce qu'on verra aujourd'hui, ce sont les 2 cas de particuliers. C'est quoi? D'abord, lorsque je vais calculer le nombre d'annuités, et ça, on va voir pourquoi ça pose un petit problème, c'est-à-dire que je dois connaître le taux d'intérêt, l'annuité constante et V0F. J'ai pris un modèle, hein, c'est pareil exactement pour les 3 autres. Et le deuxième cas qu'on verra toujours dans cette vidéo, c'est quoi? C'est le cas de la recherche du taux d'intérêt I, connaissant le nombre de versements, connaissant le montant constant de l'annuité et connaissant V0F ou l'une des 4 formules, VNF, VND, etc. Très bien. Alors, donc on va commencer par le cas de calcul du nombre d'annuités. Donc là, donc je suppose que je connais le A, le I et V0 ou VN, ça dépend de quelle formule, hein, ici. Et on cherche à calculer le N. Donc souvent, alors le problème c'est quoi? C'est que la qu'on obtient n'est pas un entier naturel. Alors, c'est pas un entier naturel, c'est un problème. Pourquoi? Parce que N c'est le nombre de versements, ce n'est pas une durée, hein. C'est le nombre de versements. Et donc ça doit être nécessairement un nombre entier naturel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? La solution, c'est que lorsque c'est pas un entier naturel, je prends ce qu'on appelle la partie entière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'entier le plus proche à gauche, tel que N s'est compris entre cet entier-là et cet entier plus 1. Je donne juste un petit exemple. Si par exemple je trouve que le N égale à par exemple égale à 27,83, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dirais que 27,83 c'est compris entre 27, d'accord, et bien entendu entre 28. Donc pour moi ça c'est P et ça c'est P plus. C'est ce qu'on appelle la partie entière. La partie entière de 27,83 c'est exactement 27. Très bien. Alors, d'accord, alors on considère ce P là, hein, la partie entière. D'accord, maintenant, alors, donc on va prendre N égale à P ou parfois N égale à P plus 1. Alors, ça, P plus 1, parfois ça pose un petit problème, surtout ça dépend du type de solution qu'on va proposer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé, parce que le N théorique c'est entre P et P plus 1, ce n'est pas P et ce n'est pas P plus 1. Donc je suis obligé, pour garder toujours la formule, l'équilibre, hein, donc, ou l'équivalence si vous voulez, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Donc on va modifier légèrement bien sûr l'énoncé. Il ne faut pas trop s'éloigner des hypothèses. Alors ici on propose 2 types de solutions. Les plus connues, sachant que la deuxième, elle est la plus pratique, la plus utilisée, mais la première aussi, elle est intéressante. Je prends N égale à P. Donc dans ce cas-là, je reviens à ce cas-là, je prends N égale à 27. Très bien. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais changer la valeur uniquement de la dernière annuité. Uniquement de la dernière annuité. Donc, j'ai touché à quoi? J'ai touché à l'hypothèse que les annuités sont constantes. Je vais garder le même montant jusqu'à la dernière. Et c'est uniquement la dernière que je vais changer. Je fais un schéma ici. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, je garde le A, le premier,
la deuxième, la troisième annuité, etc. L'avant-dernière, c'est A, mais la dernière, je vais la noter A'. C'est ce montant-là qui va me permettre d'ajuster la différence entre 27 que j'ai pris et la valeur normalement théorique 27,83. Très bien, et je vais continuer. Si c'est une capitalisation, je dis que la valeur acquise, c'est le capital final. Si c'est un crédit, je vais dire que l'équivalence entre ce qui est reçu et ce qui est versé, ça va me permettre de calculer à quoi égale A'. Donc voilà. Alors, juste une petite remarque, c'est que lorsque je prends n égale à p, nécessairement le A, vous voyez très bien que normalement, la valeur c'est quoi? Théorique, c'est 27,83. Et quand j'ai pris 27, donc ça c'est insuffisant. Insuffisant, ça veut dire quoi? Je dois faire augmenter la valeur de la dernière. Et donc le A' va être supérieur à A. Si je prends maintenant n égale à 28, à ce moment-là, c'est quoi? Ça serait trop. C'est comme si je vais verser trop. Je vais verser trop, ça veut dire quoi? La dernière doit être inférieure à A. Très bien. Alors, donc la deuxième solution, c'est quoi? C'est que je vais changer l'ajustement, je vais le faire sur toutes les annuités. Et donc, je vais avoir ici une nouvelle annuité, donc une nouvelle annuité A, d'accord? Ou je dirais A', un peu partout, d'accord? Et la même chose ici. Donc, je garde finalement, donc je garde quoi? Je garde l'idée que toutes les annuités sont constantes. Mais je vais changer bien sûr, je vais modifier le montant de A'. Alors, essayons de faire un exemple concret pour passer directement à des valeurs numériques pour que ce soit vraiment clair. Donc, combien de mensualités de fin de période de 2700 dirhams, donc on a le montant de l'annuité, chacune doit-on verser pour rembourser un crédit de 54 000 dirhams? Alors, on suppose que le taux d'intérêt est 9% proportionnel. Pourquoi on a besoin de proportionnel? Parce que le taux d'intérêt ici, il est quoi? Il est annuel, d'accord? Annuel, alors que les annuités sont mensuelles. On a dit que le taux d'intérêt doit correspondre à la période de capitalisation des intérêts. La première mensualité est versée une période après, c'est-à-dire un mois après la date du crédit. Bien. Donc, la question ici, combien de mensualités? C'est-à-dire que je vais chercher à quoi égale 1. Alors, comment le raisonnement que je vais faire? On a déjà fait un exemple la dernière fois, donc je vais faire juste fait. C'est qu'on a un crédit ici, et la règle, c'est quoi? Ce qui est reçu est équivalent à ce qui est versé. Moi, j'ai reçu quoi? Le crédit, S0, et je vais verser quoi? Les annuités. Regardez que le premier, on a dit la première mensualité est versée un mois après, donc à la date 1, donc je vais verser le premier. Le deuxième, le troisième, jusqu'à n-1, A, et n ici, c'est A. J'ai commencé à partir de 1, je termine jusqu'à n, et comme ça, le nombre d'annuités, c'est exactement n, et donc j'ai respecté la définition de n. Très bien. Alors, je fais l'équivalence à cette date-là, à la date 0, donc je vais avoir, ça on l'a déjà expliqué la dernière fois, S0 égale à V0F. Pourquoi F? Parce que c'est déjà V0, c'est normal, parce que c'est l'actualisation de toutes les annuités. Toutes les annuités à la date 0, c'est une actualisation, c'est V0. Lorsque je vais calculer V0, et rappelez-vous la formule, la remarque fondamentale, comment savoir est-ce que début de période ou fin de période? Lorsque je sais que c'est V0, il faut que je compare la première annuité par rapport à la première période. La première annuité à la date 1, la première période c'est celle-là. Vous voyez très bien que dans le sens du temps, elle est à la fin, donc c'est V0. Et V0F, ça me donnera, c'est un facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins n divisé par. Très bien. Alors, je connais S0, ça c'est connu. Je connais le A, c'est 2700. Je connais le taux d'intérêt, et donc là, la question c'est quoi? À quoi égale? Alors, un calcul simple me donnera la chose suivante. Voilà, donc dans cette formule-là, donc 1,0075, ça c'est le taux mensuel. Je divise par 12 parce qu'il doit être proportionnel.
égale à 0,85. Donc là, c'est la fonction logarithme. Et donc, vous voyez très bien qu'on a trouvé quoi? C'est 21,75, 0,3, etc. Et donc, il y a un problème parce que ce n'est pas un entier naturel. Donc, ici, on va adopter la solution numéro 2, la plus pratique, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, elle est la plus pratique. C'est quoi? Donc, 21,75, etc., c'est compris entre 21 et 22. 21, rappelez-vous, c'est quoi? C'est la partie entière, donc P égale à 21. Alors, donc, on a le choix ici entre prendre P égale à 21 ou P égale à 22. Si je prends P égale à 21, qu'est-ce que je fais? Je reviens à la formule initiale, là. Hein, d'accord? Je remplace S0 par sa valeur. Je remplace N par 21 maintenant. J'ai le taux d'intérêt. Quel est l'inconnu maintenant? C'est le A. Donc, dans cette formule-là, vous voyez très bien que la seule inconnue, c'est A, que je peux calculer, et ça me donne ce chiffre-là, 2788. Rappelez-vous que, normalement, ici, on doit trouver une valeur qui est supérieure à A. Le A du départ, c'était quoi? C'était 2700. Et là, on a trouvé 2788, donc c'est supérieur, et donc tout est homogène. Si maintenant on prend n égale à 22, c'est un peu trop, et donc normalement, il faut ajuster sur la unité, donc ça va être plus petit. Je reviens à la même formule, et je remplace le n par 22, et vous voyez, la seule inconnue ici, c'est A, je recalcule A, etc. Donc ça donne 2671,70. Et ça, c'est inférieur à 2700. Donc, faisons un petit bilan. Conclusion. Pour rembourser ce crédit, donc on peut soit verser 21 mensualités constantes, B égale à 21, et dans ce cas-là, le montant est supérieur à A. Donc voilà une solution. Donc j'ai trouvé une solution pratique. Regardez qu'on a modifié légèrement ça, donc c'est pas très loin de 2700. Ou bien régler 22, donc c'est une manière de dire que si vous êtes par exemple le responsable du service crédit, vous pouvez proposer à votre client, donc voilà, vous avez soit augmenté un petit peu votre mensualité, 2788, ou bien diminuer un petit peu, et donc on est voisin de la proposition de départ qui était 2700. Donc voilà. Très bien. On passe maintenant à un autre problème. C'est quoi? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que dans la formule, j'ai toujours une des quatre formules, j'ai toujours 4 paramètres. La connaissance de 3 me permettra de quoi? De déterminer le quatrième. Lorsque on est dans le cas du calcul des taux d'intérêt. Donc je prends à titre d'exemple cette formule-là. VNF égale à A facteur de 1 plus I à puissance n moins 1. C'est une capitalisation ici. N, c'est la valeur acquise, donc c'est une capitalisation. Alors, connaissant les trois autres, NA et VNF, normalement, je dois être capable, plutôt, de calculer I. Alors, cette formule-là, donc regardez, le I, il est en bas, il est en haut. Donc, je vais isoler la partie où il y a uniquement le I, d'accord? Bon, bien sûr, le N est connu, hein, l'inconnu, c'est I. Donc, VNF divisé par A. Donc, finalement, je vais obtenir une formule qui est de la forme F de I égale à alpha. Okay. Je peux expliquer la page. Alors, donc, j'ai la formule, c'est quoi? C'est VNF égale à A facteur de 1 plus I à la puissance n moins 1 sur. Moi, je cherche le I, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Donc ça me donne, chose suivante, 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. Ça, c'est égal à quoi? Égal à VNF divisé par A. Et bien, cette partie-là, je vais l'appeler F de I. C'est une fonction, hein? F de X, c'est quoi? Regardez là, donc f de x c'est quoi? F de x c'est 1 plus x à la puissance n moins 1 sur x. Et cette partie-là, à droite, pardon, c'est tellement bref. Donc je suis dans une équation de type f de i égale à alpha. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi on étudie à part? Parce que, regardez, la présence de x en bas, c'est ça qui rend un petit peu l'équation relativement, je dirais, n'est pas facile, voire parfois difficile de résoudre exactement. Donc, alors, lorsque n supérieur à, alors, lorsque n égale à 3, ça, je peux simplifier, donc je peux tomber sur un polynôme de degré 2, et donc delta égale b au carré moins 4ac, donc je peux me débrouiller. Mais à partir de 4, non, c'est difficile, et donc, ça c'est un problème.
comment trouver la solution de cette équation-là lorsque n supérieur égal à 4? C'est quelque chose de très pratique. Hein? N supérieur égal à 4. Alors la solution c'est quoi? C'est utiliser une méthode approximative, c'est-à-dire une méthode qui va me donner pas une valeur exacte, mais une valeur très proche. Alors quand je dis très proche, c'est relatif, et ça dépend de la méthode utilisée. Alors il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a une méthode la plus connue, donc pour se débrouiller, donc on peut utiliser l'interpolation linéaire, une chose qu'on peut faire à la main. Alors, il y a d'autres, la méthode de Newton par exemple, donc, et j'en passe. Bien, alors, pour illustrer ceci, essayons de l'appliquer sur un exemple direct, concret. J'ai un capital de 352 800 qui a été constitué, je sais qu'il a été constitué par le versement de 15 annuités constantes de fin de période, égal à 18 000 chacune. Donc c'est suite d'annuités constantes. Hein. Je suis dans la présence de suite d'annuités constantes. Le nombre c'est 15. Le capital final, donc ça c'est Vn, puisque c'est le capital final. Et donc la question qui reste, c'est quoi? À quoi égale le taux de placement? Juste une petite remarque. Là, on n'a pas précisé quelle est la période, hein, d'accord? Quelle est la période des annuités. Rappelez-vous que l'origine de l'annuité, c'est année, et donc là, c'est annuel. Donc chaque année, je verse 18 000 pendant 15 ans, et le capital constitué, c'est ça. La question, quel a été le taux de placement? Bien, alors, un raisonnement simple me donne que le capital final, c'est VNF. D'ailleurs, là, c'est clair, parce qu'on a dit fin de période. Et donc, je tombe sur cette formule-là. Cette formule-là, donc, que je simplifie, je divise par, comme tout à l'heure, je divise par A, par 18 000, excusez-moi, donc là, c'est... désolé, là, c'est une erreur. Voilà, donc, on tombe sur 1 plus I à la puissance 15, moins 1, divisé par I, c'est égal à 352 800, divisé par 18. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà. Et ça, je calcule, je tombe exactement sur 19,6. Donc, la valeur ici, elle est juste, hein, d'accord? Juste les chiffres là. Alors, par interpolation linéaire, le calcul d'une valeur approximative se fait en deux étapes. Donc, le principe de la méthode de l'interpolation linéaire, c'est de diviser, si vous voulez, de scinder, si vous voulez, le travail en deux parties. D'abord, je dois trouver un encadrement de I. Je cherche un I, mais je peux savoir, par certaines méthodes, le I, il est à peu près entre quoi et quoi. Et ça, c'est une étape qui va me permettre de passer à une certaine formule qu'on appelle la formule de l'interpolation linéaire. Donc, trouver un encadrement I, alors le plus étroit possible, parce que je peux dire que I, c'est entre 0 et 100. Bon. Mais est-ce que c'est bon? Non, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Si je veux avoir une valeur, rappelez-vous qu'on est en train de chercher une valeur approchée. Je veux que cette valeur-là doit être la plus proche possible de la valeur théorique que je cherche, de la valeur exacte que je cherche. Si j'étais capable de résoudre l'équation F de I égale à alpha. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? L'encadrement doit être le plus étroit possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher un encadrement I1, I2, I1 le plus proche à gauche, I2 le plus proche à droite, et I2 moins I1 est très petit, ça veut dire que I1 et I2 sont très voisins. Le plus possible pour avoir une valeur la plus possible proche de la réalité. Et après, utiliser, donc, alors calculer une valeur approchée de I, que par quoi? Par la formule de l'interpolation linéaire connue. Donc, essayons de faire les deux étapes. Donc, on va appliquer à cet exercice-là, cet exemple-là, on va appliquer les deux étapes. La première étape, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, sur la table financière, comment on trouve l'encadrement? Alors, dans la pratique, quand on veut le faire à la main, il y a deux façons. Il y a les tables financières, l'utilisation des tables financières, ou bien je peux le faire par tâtonnement. Qu'est-ce que ça veut dire par tâtonnement? Donc là, je vais en parler juste après. Hein, cette étape peut se faire par tâtonnement. Par tâtonnement, ça veut dire quoi? Je donne à chaque fois une valeur et je regarde est-ce que je dois faire monter ou diminuer pour arriver à quoi? Pour arriver à 19,6. C'est-à-dire que je donne plusieurs valeurs à I, et je vais prendre la plus proche inférieurement et la plus proche supérieurement.
Et là, ça va me permettre de dire que I, c'est entre les deux valeurs. Alors, comme on peut utiliser les tables financières, alors ici, dans ce cas-là, c'est la table financière, donc je vais expliquer un petit peu le principe. C'est la table financière numéro 3, qui concerne la capitalisation du train de période. Alors, on a un tableau. Alors, ici, c'est quoi? C'est les valeurs de... Ici, c'est les valeurs de N. Et ici, c'est les valeurs du taux d'intérêt. Donc, pour nous, dans cette formule-là, regarde, dans cette formule-là, je reviens à cette formule-là. Voilà. C'est ça l'équation, notre équation. On veut résoudre. Alors, le n égale à quoi? Égale à 15. Donc, je vais chercher ici le n égale à 15. Alors, là, ici, sur cette ligne-là, j'ai plusieurs valeurs. La valeur à laquelle je vais aboutir, c'est quoi? C'est 19,6. Alors, si par, je dirais, excellente chance, je tombe exactement sur 19,6. C'est terminé, qu'est-ce que je fais? Je vais lire ici et je vais trouver I égale à. Parce que ça, n'oubliez pas que ça, c'est les taux d'intérêt. D'accord? Et ça, c'est les. Très bien. Alors, maintenant, si je n'arrive pas à trouver un 19,6, et c'est rare de tomber exactement sur 19,6, qu'est-ce que je vais voir? Je vais essayer de voir quelles sont les valeurs selon ce tableau-là, quelles sont les valeurs les plus proches, à gauche et à droite. Alors, dans notre cas, quand on regarde la table numéro 3 et la ligne numéro 15, voilà, la ligne numéro 15, alors, les valeurs les plus proches, ici, c'est quoi? Il y a 19,29, alors 19,295, etc., etc. Il y a la deuxième valeur, c'est quoi? C'est 19,655, 655, etc. Alors, ça correspond à 3,50. Et ça correspond à 3,75. Donc ça, c'est la valeur de I, et ça, c'est les valeurs qui ont 4, 19, et entre les deux, c'est 19,6. D'accord? Donc, quelle est la première conclusion? La première étape maintenant est terminée, c'est que, puisque 19,6 est, cette valeur-là est comprise entre ces deux valeurs-là, la fonction est continue, je ne rentre pas dans le cadre mathématique qui va nous justifier ce que je vais dire maintenant. Nécessairement, le taux d'intérêt, en fait, il est entre les deux. Le I, en fait, il est entre les deux. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé, avec la table financière, j'ai trouvé l'encadrement et donc la première étape. La deuxième étape, c'est quoi on a dit? J'utilise là, une fois que j'ai ces informations-là, que je garde, d'accord? On va utiliser la formule d'interpolation linéaire et je vais la présenter d'une manière relativement simple. C'est quoi cette façon? Donc, je vais dire 3,50, ça correspond à 3,50, ça correspond à cette valeur. 3,75, ça correspond à cette valeur. D'accord? 19,6, c'est entre les deux, donc I, ça va être entre les deux. Voilà. Vous voyez très bien que ça traduit exactement ce qu'on a vu ici. Très bien, alors, c'est ça la formule de l'interpolation linéaire. Je commence par l'inconnu, c'est I. Donc, I moins 3,50 divisé par sur 3,75 moins 3,50, voilà. Donc, ça moins ça, sur ça moins ça. Égal, et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Égal à 19,6 moins ça, sur ça moins ça. Ça, en fait, juste, j'ouvre une petite parenthèse, ça, derrière ça, c'est le terme de trace. Je ferme la parenthèse. D'accord, donc voilà, ce qui implique, donc là, ça me donnera exactement I égale à 3,71. Alors, en conclusion, le taux de placement ici, c'est quoi? C'est exactement 3,71%. Et voilà, grâce à la formule de l'interpolation linéaire. Alors, il nous reste un dernier cas, une application qui est très importante, très intéressante, et ça concerne ce qu'on appelle le taux annuel effectif global, le TAEG, parfois tout court le TEG. Alors, c'est quoi le TEG? Je suis dans le cas où j'ai besoin d'un crédit, par exemple. C'est pas par exemple, dans ce cas-là, c'est surtout pour un crédit. J'ai besoin d'un crédit, et je trouve, normalement, il y a plusieurs sociétés de crédit. J'ai envie de comparer entre ces deux sociétés de crédit, d'une manière la plus significative. Hein. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, quel est le taux d'intérêt? Ça, c'est une erreur. Si je prends en considération uniquement le taux d'intérêt, c'est une erreur. Pourquoi?
Parce que normalement, il y a toujours des frais de dossier, hein. Des frais de dossier, il y a des frais d'assurance, il y a donc tous les frais qui sont supportés par l'emprunteur. Alors, quand je trouve le taux qui est bas, en général, je trouve que ces frais-là sont un peu plus importants que l'autre offre. Donc, pour bien comparer entre des offres, plusieurs offres, normalement, je dois prendre en considération tous les frais qui sont supportés par l'emprunteur à côté, en parallèle. D'accord ? Alors, et donc, je peux revenir aux formules que j'utilise pour les crédits. D'accord ? Et à partir de là, je peux calculer le taux qui prend en considération tous les frais supportés par l'emprunteur. Ce taux-là, c'est ce qu'on appelle le taux effectif global. Effectif, c'est réel, il prend en considération tout. Donc, la définition, le taux effectif global, c'est quoi? Alors, le A, c'est pour rappeler que c'est annuel. C'est le taux annuel, d'accord, réel, pour l'emprunteur, bien sûr, hein, qui prend en compte la totalité des frais supportés par l'emprunteur. Donc, les frais de dossier, le coût de l'assurance obligatoire, etc. Alors, lorsque la fraction n'est pas l'année, donc il est proportionnel par définition. Je passe directement à un exercice. Alors, soit un crédit ordinaire de 60 000 dirhams. J'ai un crédit, donc le montant 60 000 dirhams, qui est remboursable par 36 mensualités constantes de fin de période. Au taux d'intérêt de 9%, proportionnel. Alors, sachant que les frais de dossier et d'assurance, d'accord, remontent à 950. Donc là, par exemple, je suppose que c'est un crédit à la consommation. Donc, en général, on a ces deux frais. Et ils sont payables le jour du prêt. Alors, je veux calculer le taux effectif global pour ce prêt. Alors, j'ai le crédit S0 60 000, le taux d'intérêt, c'est ça, parce que divisé par 12, N égale à 36 et F égale 950. Ça, c'est les frais. Je vais calculer d'abord l'annuité de remboursement. L'annuité de remboursement, bien sûr, elle ne prend pas en considération l'annuité, parce que ça, c'est calculé par la société de crédit. Hein. Les frais, c'est l'histoire de l'emprunt. Donc A égale, et ça me donne ce résultat, 1907. Bien. Mais en réalité, en fait, l'emprunteur ne reçoit pas le montant total, 60 000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, normalement, il y a le montant des frais qui va être retiré, si vous voulez, du crédit, du montant des crédits. Et donc, en réalité, l'emprunteur ne reçoit que les 60 000 moins des frais. C'est pas mal. Alors, là, je reviens à l'équivalence entre ce que j'ai reçu réellement maintenant, parce que je fais les choses maintenant réellement, et entre ce que je vais verser. Ce que je vais verser, c'est les annuités, je suis obligé de verser ça. Donc, l'équivalence me donne pas S0, mais S0 moins F maintenant. S0 moins F égale, et qu'est-ce que je fais? Je remplace le A par sa valeur que j'ai trouvé. Le N, c'est toujours 36, et le taux, maintenant, je le recalcule. Donc, c'est un taux qui prend en considération les frais supportés. Alors, sans tarder, parce que ça, on vient de faire, par l'interpolation linéaire, c'est une formule, donc F de IM égale à alpha, c'est ça, alpha divisé par 1907,98, et donc par l'interpolation linéaire, on trouve que IM égale à 0,084, etc. Il y a normalement des chiffres juste après ça. Bien sûr, on a dit que le taux effectif global, c'est un taux qui est annuel, proportionnel, donc je dois multiplier par 12 parce que ça c'est mensuel, c'est 10,0. Alors, donc, le taux affiché, le taux déclaré, le taux de calcul de l'annuité, c'est quoi? C'est 9%. Mais le taux réel, quand on prend en considération les frais du dossier, c'est 10,08. Et c'est ce taux-là qui va me permettre de comparer efficacement entre plusieurs offres de crédit. Et je vous remercie.